Prohibé. Chapitre 35. Retour au pays. Bastian. Ce n'est que le 17 juin 1947 que je suis arrivé à Duderstadt. Mon frère, blessé lors de la bataille de l'Eifel, est rentré bien avant moi. Manfred, le mari de ma sœur, a été libéré aussi. N'ayant combattu que sur le front de l'Est, puis dans les derniers mois de la guerre sur le sol allemand, il a eu la chance d'être capturé non par les Russes, mais par les Américains. Il a donc été libéré en 1946. Il a repris son travail de professeur de biologie à Göttingen. Mon père, qui a été libéré de Kislau par les Américains en avril 1945, a repris son travail de chirurgien à l'hôpital. Il a été nommé par les forces d'occupation américaines maire de Duderstadt le 6 juin 1945. Stéphane, une fois rétabli, a aussi repris son métier de médecin interniste. Nous avons passé les premiers jours de nos retrouvailles à échanger nos différentes expériences. Et je suis aussi allé voir mon mentor, Robert Paul, à Göttingen. Il m'a appris qu'il était affecté à la commission de dénazification de l'université. Ce soir du 26 juin, après la Abendbrot, nous sommes tous installés dans le jardin. Je sens que mon père a une question qui lui brûle les lèvres. « Bastian, j'ai vu que tu portes une alliance. N'y aurait-il pas quelque chose que tu nous caches ? » Papa, si tu veux savoir si je suis mariée, la réponse est non, pas encore. En revanche, si tu veux savoir si je suis amoureux, la réponse est oui. Cette alliance est le signe de l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de la femme que j'aime. Ma sœur a failli faire un bond sur son siège, mais mon père lui brûle la priorité. Ne s'agirait-il pas de cette jeune femme qui m'a écrit il y a bientôt 2 ans ? Adeline ? En effet, il s'agit bien d'elle. Et le jour où tu as inclus cette petite phrase qui me disait qu'elle avait survécu, tu as fait de moi l'homme le plus heureux du monde. Tu n'imagines pas le poids que tu as ôté de mes épaules. Depuis que nous avions appris que Le Havre avait été quasiment rayé de la carte par les bombardements alliés, j'essayais de me raisonner, de me persuader qu'elle avait survécu. Il m'a fallu attendre près de 2 ans pour être fixé. Rassure-toi, je lui ai répondu que tu étais en vie. C'était la seule chose qu'elle voulait savoir, d'après ce qu'elle me disait dans sa lettre. Mais peut-être aimerais-tu la voir. Je hoche la tête en signe d'acquiescement. Il avait dû s'y préparer, car il la sort de sa poche aussitôt. Je prends l'enveloppe d'une main un peu tremblante. Je lis la lettre, les larmes aux yeux. Adeline s'est montrée très prudente. Rien ne laisse imaginer que nous avons été amants. La lettre est datée de juillet 1945. Mon père a vu mon étonnement devant cette date. Cette lettre ne m'est parvenue qu'en mai 1946, explique mon père. Comme cette jeune femme mentionne Naomi, j'ai deviné qu'elle était proche de toi, voire très proche. Sinon, tu ne lui aurais pas parlé de ton premier amour. Tu as bien deviné. Adeline et moi ne nous cachons rien. Mais depuis 1944, nous n'avons pas échangé de courrier car je lui ai demandé de ne pas prendre de risques. La moindre indication que nous avions une relation amoureuse pouvait la mettre en danger, même à la fin de la guerre. Tu veux parler des femmes qui ont été tondues, certaines lynchées et tuées ? En effet, je ne voulais pas courir ce risque. Pendant ce temps, Emilia avait bien entendu sauter sur la lettre. Elle la lit les sourcils froncés. Elle écrit bien l'allemand pour une Française, à moins qu'elle se soit fait aider. Non, elle n'en a pas besoin. Elle parle l'allemand comme toi et moi. Mais mon père n'a pas fini son interrogatoire, et il poursuit ses questions. Adeline m'a demandé de répondre par le biais de son père, le docteur Bertrand. Son père est chirurgien, comme toi, papa, à l'hôpital général du Havre. Et que disent ses parents de votre relation ? Sa mère est morte dans un accident de voiture lorsqu'elle avait 10 ans, et son père ne s'est jamais remarié. Et le docteur Bertrand a remarqué comme toi qu'Adeline portait non pas une alliance, nous ne les avions pas encore échangées, mais une bague de fiançailles le 1er janvier 1944. Et alors ? Eh bien,
Il était réticent, non pas parce que j'étais allemand. Il m'a avoué m'apprécier. Ce qui l'inquiétait le plus étaient les difficultés que nous allions rencontrer l'un et l'autre. Mon père ne peut s'empêcher de sourire. Mon père, ma sœur et mon beau-frère sont suspendus à mes lèvres. Il savait que tôt ou tard j'allais repartir combattre et que je pouvais me faire tuer ou être fait prisonnier, car déjà à cette époque nous savions que les Alliés allaient gagner. Il n'avait pas envisagé que je puisse déserter, car ça équivalait à être condamné si j'étais pris. Pas plus qu'il n'envisageait que je trahisse mon pays, même s'il avait deviné que je n'étais pas favorable au régime nazi. Comment ça? Il avait deviné que j'étais ton fils, et des anciens du SPD réfugiés à Paris lui avaient parlé d'opposants à Hitler, et en particulier de toi, début 1940. Mon père est encore plus surpris par cette révélation. Son front plissé montre qu'il réfléchit à qui a pu parler de lui sans y parvenir. Qui donc demande-t-il intrigué. Anna Simpson. Le docteur Bertrand a fait le rapprochement quand j'ai parlé de Duderstadt. Fait mon père d'un air entendu. La dernière raison de son inquiétude est que, même mariés, nos difficultés ne seraient pas terminées, que nous vivions en France ou en Allemagne. En France, je resterais un Boche, et Adeline une traîtresse envers son pays. En Allemagne, Adeline serait une étrangère, originaire d'un pays qui est l'ennemi héréditaire et qui occupe le mien. Il n'a peut-être pas tort, mais il nous a donné sa bénédiction. Mon père paraît satisfait de mes réponses à ces questions et opine du chef en souriant. Ma sœur en profite pour reprendre l'offensive. Comment Adeline a-t-elle appris l'allemand? Je souris car je me souviens avoir posé la même question à la femme de ma vie plusieurs fois avant d'avoir la réponse. Elle et son père ont accueilli de 1936 à 1940 une violoniste allemande et juive. Adeline avait 10 ans et Rachel lui a appris et le violon et l'allemand. Ah, musicienne en plus, constate mon frère Stéphane. Oui, petit frère. Et sa mère lui avait appris le piano. Elle est comment? Renchérit ma sœur qui trépigne sur son siège. Très belle. Blonde aux yeux verts, pleine d'humour, cultivée, musicienne et excellente danseuse, et têtue comme une mule. Ah, j'oubliais, elle est sage-femme. Tu n'as pas une photo? S'enquit Emilia, à laquelle cette réponse ne suffit pas. Si, plusieurs. Mais je ne bouge pas de mon siège. Je sais que ma sœur bouillonne intérieurement, et j'adore la taquiner. Puis lentement, je me lève et vais chercher mon vieux carnet. Mais avant, je lui montre celle du médaillon. Évidemment, elle plisse les yeux pour mieux voir, car les photos sont petites. Tu n'as pas plus petit, ronchonne-t-elle. Je finis par sortir les clichés pris à plusieurs occasions, dont celle prise en juillet 1943 à la piscine flottante du Havre. Waouh, elle est vraiment belle, s'exclame-t-elle en passant les photos une par une à ses voisins. Elle me fait penser à l'actrice américaine Lana Turner, en plus mince. Mais, dis donc, ce n'était pas un problème ce genre de photo, me dit Stéphane, en me montrant un cliché ou en uniforme. Je tiens Adeline dans mes bras et l'embrasse sur le front. Pas quand c'est mon ami Eric qui prend la photo par surprise avec l'appareil photo d'Adeline et que c'est elle qui la développe. Ah, parce qu'elle est photographe aussi? Oui, très utile pour faire des photos d'identité pour de faux papiers. Mon père écarquille les yeux. Je leur explique donc qu'Adeline et son père étaient membres d'un réseau de la résistance et que leur rôle était de cacher les personnes recherchées, notamment des juifs ou des réfractaires au STO pour le docteur Bertrand, et de transporter les documents et les photos afin de réaliser des faux papiers pour Adeline. Ce réseau a été démantelé fin 1943, mais je les soupçonne d'avoir continué à cacher les gens et de les avoir exfiltrés grâce à un autre réseau. Mais ils n'ont jamais participé à des actions terroristes. Leur objectif, c'était de sauver des vies. Je comprends mieux pourquoi le docteur Bertrand avait eu ces renseignements sur moi. Intéressant. Que de points communs entre nos familles. Tu nous la présentes quand? Questionne Emilia. Bientôt, j'espère.
Parce que vous allez vivre ici en Allemagne ? Demande Manfred, qui jusqu'alors n'a rien dit. Je marque un temps de silence avant de répondre. Eh bien, justement, je voulais vous en parler. En allant à l'université voir Paul, j'ai rencontré des personnes missionnées par le haut commandement et le gouvernement provisoire français, qui sillonnent les différentes zones d'occupation et s'intéressent à la fois aux travaux de recherche, aux moyens techniques employés et aux compétences des personnels scientifiques. Vous imaginez bien qu'ici, en zone américaine, que ce n'est pas pour travailler sur place pour la France, mais plutôt pour recruter et travailler là-bas. Tu veux dire que tu vas retourner en France et y rester ? C'est une possibilité. Mais la sélection se fait après investigation par la section française d'information scientifique et technique. Vu la manière dont Paul a loué mes travaux, je les intéresse. Mais logiquement, certaines modalités de la mission Paperclip interdisent notamment aux techniciens et ingénieurs de la zone américaine de passer en zone française, aimait mon père. Crois-moi, ils ont des arguments. J'ai été la majeure partie du temps en poste puis en captivité en France. Qui plus est, je ne suis pas intéressée à travailler pour l'armée, qu'elle soit française, américaine ou britannique. Je sais que mes compétences sont susceptibles d'intéresser le laboratoire de recherche balistiques et aérodynamiques de Vernon, pas si loin du Havre, mais les Français ont recruté des anciens de Peenemünde et donc nazis, bien que spécialistes en matière de guidage, tels le docteur Müller, ou dans le domaine de la propulsion comme Heinz Bringer et Helmut Habermann. Je comprends. Tu ne veux rien avoir avec ces gens-là. En disant cela, mon père paraît soulagé. Je crois qu'il avait peur que pour travailler au plus près d'Adeline, je fasse des compromis. Adeline ne le comprendrait pas non plus. Je préfère une candidature auprès d'une société privée comme la CSF, qui a un laboratoire de recherche avec un département de physique appliquée, en pointe sur le magnétron avec des applications civiles. Pour l'instant, rien n'est définitif. Je me veux rassurant, mais au fond de moi, j'espère que cette candidature va aboutir, même si je suis certain qu'Adeline serait prête à vivre en Allemagne.